Bienvenue dans Codex de la Vengeance. Je m'appelle Sophia Jaune. J'ai 26 ans. Et un mardi matin de mars, mon mari m'a tendu 2 valises, déjà prêtes, et m'a dit de quitter ma propre maison. Bas discrètement. Bas en privé. Il l'a fait devant sa mère, sa sœur et son meilleur ami Marcu, qui étaient appuyés contre le comptoir de la cuisine, comme s'ils regardaient une émission qu'il avait déjà vue. Les valises étaient posées près de la porte d'entrée quand je suis descendue. Je me souviens du bruit des roulettes, ce cliquetis creux du plastique sur le parquet, avant même de comprendre ce que je voyais. Je me souviens de l'odeur du café que je m'étais préparé. Encore sur le comptoir. Intact. La vapeur s'évaporant. Je me souviens de la lumière du matin, qui filtrait par la fenêtre au-dessus de l'évier et qui rendait tout presque beau. Comme c'est parfois le cas quand quelque chose de terrible se produit. Daniel se tenait au milieu du salon. Les bras croisés. Cette posture, je la connaissais. Elle signifiait qu'une décision avait déjà été prise sans moi. « Tu dois partir », dit-il. Je crois que nous savons tous les deux que ça ne fonctionne pas. Sa mère, Patricia, était assise sur le canapé que j'avais choisi. Elle n'avait pas l'air surprise. On aurait dit qu'elle attendait ce moment. Il y avait comme une satisfaction presque palpable dans la façon dont elle tenait sa tasse de café à 2 mains. Le regard fixé au sol. Sa sœur, Renée, était près du couloir. Elle évitait mon regard. Marcus se contentait de regarder. J'ai regardé les valises. Puis Daniel. Puis de nouveau les valises. Et voici ce que je n'ai pas fait. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai pris mon café sur le comptoir. J'ai bu une lente gorgée. Je l'ai reposé et j'ai dit. Très doucement. D'accord. La pièce devint complètement silencieuse. Ce qu'ils ignoraient, ce qu'aucun d'eux n'aurait pu comprendre à ce moment-là, c'est que moi aussi. J'attendais cela. Simplement pas comme ils l'imaginaient. Avant d'aller plus loin. D'où regardez-vous cette vidéo? Je voudrais savoir si vous vous êtes déjà retrouvé dans une pièce remplie de gens censés vous aimer. Et que vous vous êtes senti plus seul que jamais. Si c'est votre cas, restez avec moi. Cette histoire est pour vous. Permettez-moi de vous dire ce que tout le monde pensait de moi. Ils pensaient que j'avais de la chance. Que j'avais fait un beau mariage. Que Daniel, avec ses contacts dans l'immobilier commercial, ses parties de golf le week-end, sa mère qui connaissait tout le monde d'intéressant en ville, m'avait rendu service en me choisissant. J'étais la fille du quartier A. Ma mère cumulait 2 emplois pendant la majeure partie de mon enfance. Nous n'étions pas vraiment pauvres, mais nous l'étions suffisamment pour que j'apprenne très tôt ce que signifiait compter. Les dollars. Les jours avant la prochaine paie. Les options. Daniel et moi, nous étions rencontrés lors d'un événement professionnel. Je travaillais alors comme graphiste indépendante et j'avais été engagée pour gérer l'identité visuelle d'une conférence d'entreprise. Il était l'un des clients. Il était charmant et sûr de lui. Je pensais qu'il saurait toujours quoi faire. Nous sommes sortis ensemble pendant 8 mois. Nous nous sommes fiancés. Nous nous sommes mariés moins d'1 an après notre rencontre. Et dès le début, sa famille avait une histoire à mon sujet. Une histoire discrète. Jamais exprimée à voix haute en phrases complètes, seulement communiquées par des regards. Des hésitations. Par la façon dont Patricia corrigeait la façon dont je mettais la table lors des dîners du dimanche. Ou par la façon dont René riait un peu trop longtemps aux blagues faites à mes dépens. L'histoire était la suivante. Sophia est bien. Mais elle n'est pas tout à fait à la hauteur. Elle ne correspond pas vraiment au profil. Elle est arrivée là grâce à sa beauté et au fait d'être disponible au bon moment. Je connaissais l'histoire. Je l'entendais dans chaque pièce où j'entrais. Ce qu'ils ignoraient, c'était la réalité. En réalité, avant de rencontrer Daniel, j'avais déjà passé 3 ans à construire quelque chose. Discrètement. Régulièrement. Sans rien dire à personne. Car j'avais appris, en grandissant comme je l'ai fait, que lorsqu'on ne possède rien, la seule protection réside dans les informations que les autres ignorent. J'avais commencé à investir. Petit à petit.
comme on est obligé de le faire quand on n'a pas grand-chose. D'abord des fonds indiciels. Puis des actions individuelles que j'avais étudiées avec la même attention obsessionnelle que j'avais portée à tout ce qui comptait vraiment pour moi. Enfin, l'immobilier. 2 petits immeubles locatifs à mon nom uniquement. Acquis avant même de dire oui. J'avais aussi continué mon activité de graphiste indépendante. Discrètement. Je m'étais constitué une clientèle qui, au moment de mon mariage avec Daniel, me rapportait un revenu mensuel bien supérieur à ce que je laissais paraître. Je travaillais de chez moi, juste des petits projets, disais-je à Daniel, en faisant un geste de la main comme si cela n'avait aucune importance. Il ne demandait jamais de détails. Il ne s'intéressait pas aux détails me concernant. Il s'intéressait aux détails le concernant, ce qui est très différent de lui. Et il y avait une dernière chose, la plus importante. Mais j'y reviendrai. La première année de notre mariage fut ce que je décrirais rétrospectivement comme une période d'apprentissage. Celle qu'on choisit. Celle qui nous arrive. Lentement. Dans des moments ordinaires dont on ne perçoit l'importance que plus tard. Il y eut ce dîner en octobre, 4 mois après notre mariage. Les collègues de Daniel, leurs épouses, le traditionnel spectacle apprêté d'une certaine vie. Je discutais avec une femme nommée Claire chaleureuse, sincèrement curieuse. Elle s'intéressait à mon travail de désigner avec un intérêt qui semblait réel. J'étais en train de lui parler d'un projet de rebranding dont j'étais fière quand Daniel apparut à mon côté, la main posée sur le bas de mon dos, et orienta habilement la conversation vers lui. Claire se tourna vers lui. L'instant magique s'évanouit. Il ne s'était même pas rendu compte qu'il l'avait fait. Cette phrase avait son importance. Il ne s'en était pas rendu compte. Car cela signifiait que ce n'était pas de la cruauté, mais une habitude. Et les habitudes ancrées tout au long d'une vie ne changent pas simplement parce que quelqu'un vous aime. Il y a eu cette dispute en février de notre première année, lorsque j'ai suggéré d'envisager une autre façon d'investir une partie de nos économies. J'avais fait mes recherches. J'avais des chiffres, des projections, des comparaisons. Je les avais étalées sur la table de la cuisine un samedi matin, comme une personne qui savait de quoi elle parlait parce que c'était le cas. Daniel a regardé mes papiers pendant environ 4 secondes. J'ai déjà quelqu'un qui s'en occupe, dit-il, avant de retourner à son téléphone. J'ai rassemblé mes papiers. Je les ai pliés. Je les ai remis dans le dossier d'où ils provenaient. Je ne m'en rendais pas compte à l'époque, mais c'est à ce moment-là que j'ai cessé de chercher à être perçue comme une associée. Et j'ai commencé à réfléchir à ce que je construisais réellement et pour qui. Il y avait Patricia, qui est arrivée à l'improviste un mercredi de mars et a réorganisé ma cuisine pendant que je travaillais dans la pièce d'à côté. À mon retour, j'ai découvert mon étagère à épices complètement réorganisée, mon coin café déplacé et une casserole qui trempait dans l'évier alors qu'elle se trouvait auparavant dans le placard. « J'espère que cela ne vous dérange pas, » dit-elle, sur le ton de quelqu'un qui, de toute évidence, se fichait éperdument de savoir si cela me dérangeait. J'ai souri. Bien sûr que non, ai-je dit. Et je le pensais vraiment. Simplement pas comme elle l'imaginait. Il y avait René, qui appelait notre maison la maison de Dagne avec une telle constance et une telle simplicité que je crois sincèrement qu'elle n'en avait pas conscience. La maison de Dagne. Comme si j'étais une invitée. Comme si mon nom n'existait pas. Voici ce qu'ils ignoraient. Mon nom figurait quelque part. À un endroit très précis. Mais j'y reviendrai. Ce manque de respect avait un rythme. Une fois qu'on l'avait appris, on l'entendait partout. Cela se produisait lors de réunions de famille, où mes opinions sur tout ce qui n'était pas la nourriture ou la décoration étaient discrètement ignorées. Cela se produisait aussi lorsque les amis de Daniel venaient nous rendre visite et que la conversation se divisait naturellement, les hommes au salon, les femmes dans la cuisine, sans que personne ne s'en étonne. Et on attendait de moi que je n'en fasse pas non plus. Cela se passait dans la chambre, de manière plus discrète, plus difficile à nommer, dans le lent retrait d'intérêt.
La présence qui était techniquement là mais qui ressemblait à une absence. La façon dont une personne peut être dans une pièce avec vous et, d'une manière ou d'une autre, vous faire comprendre que vous n'êtes pas la chose la plus importante. C'est arrivé le jour où j'ai surpris une conversation téléphonique de Patricia, je ne sais pas à qui elle parlait, où elle disait que Daniel aurait pu faire mieux. Que la fille était gentille mais sans milieu aisé. Et qu'elle espérait qu'il n'aurait pas d'enfants avant qu'il ne reprenne ses esprits. J'étais dans le couloir de sa maison avec une bouteille de vin que j'avais apportée pour le dîner. Je suis restée là pendant 1 minute entière après qu'elle ait raccroché. Je suis alors entrée dans la cuisine. J'ai posé la bouteille de vin sur le comptoir. J'ai souri et j'ai dit « Ça sent divinement bon. Patricia, qu'est-ce que tu as préparé ?» Souviens-toi de ce moment. Le vin sur le comptoir. Le sourire. Car c'était le dernier instant de mon ancienne vie. Je ne le savais pas encore. Le changement ne s'est pas fait bruyamment. Les vrais changements ne le font jamais. C'est arrivé 3 jours plus tard. Un jeudi soir. Daniel est rentré tard. L'air absent. Et nous nous sommes mis à table. Il a mangé sans me dire plus de 11 mots. Je les ai comptés. J'étais tellement consciente de l'absurdité de l'instant. 11 mots en 40 minutes passées assis l'un en face de l'autre. Et je suis restée assise là, à le regarder, cet homme autour duquel j'avais construit ma vie. Cet homme dont la famille avait décidé que je n'étais qu'un pion, et quelque chose en moi s'est tu très profondément. Ni triste, ni en colère. Calme. Le silence qui s'installe dans une pièce juste avant que quelqu'un ne prenne une décision. J'ai cessé de réagir. Et j'ai commencé à observer. Il y a une différence énorme et lourde de conséquences entre ces deux choses. Lorsque vous réagissez, vous révélez vos points sensibles. Vous exposez vos faiblesses, vos vulnérabilités, les zones où l'on peut vous manipuler. Vous vous rendez accessible à des personnes qui ne méritent pas d'avoir accès à ces informations. Quand on observe, on devient illisible. On commence à percevoir des schémas au lieu de les ressentir. On commence à comprendre la structure d'une situation au lieu de simplement s'y trouver. J'ai commencé à comprendre l'architecture. Et voici ce que j'ai vu. Daniel ignorait ce qu'il avait entre les mains. Il n'avait jamais pris le temps de comprendre qui j'étais. Il s'était forgé une histoire à mon sujet, la même que celle que sa mère avait créée. Que sa sœur lui avait répétée, et il s'y était installé confortablement. Il n'était pas cruel, à proprement parler. Il était simplement indifférent. Ce qui, d'une certaine manière, est pire. Il n'était au courant de rien concernant les locations. Il ne m'avait jamais posé la question. Du moins pas directement. Je lui avais dit dès le début que j'avais quelques économies et quelques petits placements. Et il avait acquiescé sans plus. Il n'avait jamais cherché à en savoir plus. Car il n'avait jamais imaginé qu'il y avait matière à creuser. Il ignorait tout de mes revenus de freelance. Il savait que je réalisais des projets de design à domicile. Mais il ne m'avait jamais demandé de voir un relevé bancaire, ni manifesté la moindre curiosité quant aux chiffres précis. Il avait simplement supposé, comme c'est souvent le cas pour les gens de son genre, que tout ce que je faisais était mineur. Décoratif. Un passe-temps déguisé en travail. Il n'avait aucune idée de la chose qui compterait le plus. Et moi, pour la première fois en 3 ans, j'étais reconnaissante de son absence de curiosité. Elle m'avait offert quelque chose d'inestimable. L'intimité. L'espace. La liberté d'agir sans être observée. Ce jeudi soir-là, après le dîner, une fois que Daniel s'était endormi sur le canapé devant la télévision, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire des plans. La phase de préparation silencieux a duré 62 jours. Je vous donne ce chiffre car il comptait sa précision. La patience dont il a fait preuve. Je ne me précipitais pas. J'avais appris, durant les années précédant Daniel, durant les années de comptage, que la différence entre un geste désespéré et un geste judicieux tient presque toujours autant. La première chose que j'ai faite a été d'appeler mon avocat. Elle s'appelle Diana Manche. Elle a 53 ans. Des cheveux argentés tressés.
et un esprit d'une intelligence redoutable, d'une discrétion absolue. J'avais fait appel à ses services 2 ans auparavant. Non pas par conviction, mais parce que j'avais grandi en voyant le sort tragique de ces femmes livrées à elles-mêmes face à l'adversité. J'ai tout raconté à Diana. Les propriétés, les revenus, l'entreprise, les biens qui m'appartenaient, sans aucun doute. Et puis je lui ai dit ce que je pressentais, car je commençais à le voir venir, grâce à ma nouvelle lucidité. Les appels tardifs de Daniel dans le garage. Le relevé de carte de crédit que j'avais aperçu. Avec une addition pour 2 au restaurant un soir où il m'avait dit être seul à un dîner d'affaires. Sa façon d'être à la fois plus présent et plus distant. Présent à la maison, mais me regardant à travers plutôt que de me regarder vraiment. Diana écouta. Elle posa 3 questions. Puis elle dit « Eh bien, vous êtes déjà dans une meilleure situation que la plupart des femmes qui occupent ce poste. » Elle a commencé à rédiger. La deuxième chose que j'ai faite a été de formaliser ce qui m'avait toujours appartenu de manière informelle. Mon activité indépendante, que j'exerçais à mon nom en tant qu'entrepreneur individuel, est devenue une seule. Mon nom, ma structure, mes comptes, clairement définis, clairement documentés, totalement séparés de nos finances communes. Je tiens à ce que vous compreniez bien ceci. Je n'ai pas cherché à vous tromper. Tous mes biens provenaient de mon travail, de mes revenus et de mes investissements, antérieurs au mariage ou totalement indépendants de celui-ci. Je ne faisais que rendre visible ce qui avait toujours été vrai. Je constituais les preuves écrites qui permettraient d'établir la vérité de manière incontestable. La troisième chose que j'ai faite était celle qui exigeait le plus de patience. Il me faut revenir un peu en arrière. À l'année précédente, ma rencontre avec Daniel. J'avais 22 ans et je travaillais sur un projet de refonte pour une jeune start-up technologique de notre ville. Les fondateurs étaient un couple marié, Helen et James Kowalski, brillants dans la conception de leurs produits, mais moins doués en matière de stratégie de marque. J'ai passé 6 mois à travailler avec eux. Nous sommes devenus de véritables amis. 3 mois avant mon mariage avec Daniel, James m'a appelé. Il quittait l'entreprise suite à des divergences créatives avec de nouveaux investisseurs et se lançait dans un nouveau projet. Quelque chose d'important. Il voulait que je rejoigne l'aventure. Pas comme freelance, mais comme associé. Une associée silencieuse. Au début, une petite participation en échange de mon travail sur l'image de marque, l'identité visuelle et l'architecture de communication globale de ce qu'il construisait. J'ai dit oui. Je ne l'ai dit à personne. À personne. Non pas parce que je pensais que Daniel me l'interdirait, mais parce que j'avais déjà compris, à ce moment-là, que l'intimité était ma ressource la plus précieuse. Et parce qu'une part de moi, une part calme, réfléchie et lucide à qui je dois tout, avait déjà compris que j'aurais peut-être besoin de la garder pour moi seule. Durant les 62 jours de ma préparation discrète, l'entreprise que je ne nommerai pas ici, pour des raisons qui deviendront évidentes, a finalisé son tour de table de série A. Avec succès. Et de façon remarquable. Ma participation au capital, qui était restée théorique pendant 2 ans, valait désormais un peu plus d'1,4 million. Je n'ai pas fêté ça. J'ai appelé Diana. Elle a dit « Ça tombe à pic ». J'ai répondu « Je sais ». Voici ce qui se passait du côté de Daniel pendant ces 62 jours. Au cas où vous vous poseriez la question. Il prenait confiance en lui. C'est le mot que j'utiliserai. Il avait pris sa décision. Je le voyais à sa façon de se déplacer dans la maison. À la façon dont il avait cessé de feindre de s'intéresser à moi. À la façon dont les conversations téléphoniques dans le garage étaient devenues moins empreintes de retenue. Il préparait quelque chose et il était certain du résultat. Il avait la maison du moins. Il le croyait. Il avait ses revenus, sa famille, son réseau de soutien. Il avait une histoire à mon sujet qui me rabaissait. Et les petites choses, quand on les enlève, ne laissent aucune trace. Il pensait enlever quelque chose de petit.
Patricia venait plus souvent à la maison pendant ces 62 jours. Je l'ai remarqué. Elle faisait ce que je ne peux décrire autrement que comme un inventaire préliminaire. Elle passait la main sur le comptoir de la cuisine, commentait les coussins que j'avais choisis, apportait de petites modifications, comme on le fait lorsqu'on s'apprête à emménager dans un espace. Elle voulait cette maison. Pas seulement pour Daniel, mais aussi pour elle-même. Un lieu pour les dîners du dimanche. Un lieu qui lui appartienne par extension, puisqu'il appartenait à son fils. Voilà ce qu'il en est de cette maison. Nous l'avions achetée 18 mois après notre mariage. L'acompte initial, conséquent un peu moins de 200 000 $, revenait d'un compte joint. Mais les fonds de ce compte joint provenaient de sources multiples. Une partie des revenus de Daniel, une autre des miens. Cependant, le capital initial, celui qui a justifié l'ouverture du compte, était un virement effectué au début de notre mariage, depuis l'un de mes comptes d'investissement personnel. Alors que Daniel était à court d'argent suite à l'échec d'une transaction, Diana possédait tous les relevés. Chaque virement, chaque date, chaque montant. La question de la maison s'avéra plus complexe que Daniel ne l'avait imaginé. Mais il l'ignorait encore. Il se fondait toujours sur la confiance d'un homme qui n'avait jamais eu à remettre en question ses certitudes. Le matin des valises, je dois vous dire que je n'ai pas été surprise. Depuis 2 semaines, mon sommeil était léger. Non pas à cause de l'anxiété, mais à cause de la tension. De l'attente. De cette attente qu'on sait inévitable. Quand je suis descendue et que je les ai vus près de la porte bien rangée. Droit. Déjà emballé, il avait fouillé dans mes affaires. Je l'ai noté calmement. Je l'ai enregistré comme une donnée, j'ai compris que le moment était venu. Sa mère sur le canapé. Sa sœur dans le couloir. Marcu au comptoir. Un petit public, réuni pour assister à mon départ. Pour que ce soit définitif. Officiel. Pour être sûr que je ne résisterai pas d'une manière qui pourrait être remise en question plus tard. En secret. Tu dois partir, dit-il. Et j'ai dit. D'accord. Et ce mot, ce seul mot, a changé l'atmosphère. Je le sentais. Il s'attendait à des larmes, à une scène, à des négociations, à des accusations. Ils avaient préparé une réponse à tout cela. Ils n'avaient rien préparé au calme. Sans un mot de plus. J'ai pris les 2 valises. Je me suis dirigée vers la porte et je me suis arrêtée. La main sur la poignée. Je me suis retournée une fois. Une seule fois. Mon avocat vous contactera. Ai-je dit? D'un ton aimable. Comme si je mentionnais avoir laissé quelque chose sur le feu. Et puis je suis partie. Les 90 jours suivants ont façonné le reste de ma vie. J'ai passé les 2 premières semaines chez mon amie Camille. On était proches depuis la fac. Elle connaissait toute l'histoire. Elle n'avait jamais apprécié Daniel, mais avait eu la délicatesse de ne pas le dire souvent. Elle m'a prêté sa chambre d'amis, son bon whisky et une amitié qui se passe de commentaires. Je n'étais pas en convalescence. Je tiens à être précis là-dessus. Je n'étais pas prise dans une spirale de chagrin. Je ne me noyais pas dans l'apitoiement sur moi-même. Je ne ourdissais aucune vengeance mesquine. J'étais en pleine action. Il y a une différence. Diana était en pleine action. La documentation était exhaustive. Les dossiers étaient impeccables. La situation juridique était selon ses propres termes excellente. Elle avait déposé les documents initiaux. Elle avait envoyé la communication officielle à l'avocat de Daniel qui, j'ai appris plus tard, a appelé Daniel immédiatement après l'avoir reçu et lui a dit quelque chose comme « Qui est cette femme ?» Exactement. Parce qu'il y a des éléments qui changent considérablement la donne. J'imagine Daniel recevant cet appel téléphonique, commençant à comprendre pour la première fois qu'il ne me connaissait pas vraiment. Entre-temps, l'activité s'accélérait. James excellait dans son domaine, et la croissance de l'entreprise commençait à attirer l'attention. Je travaillais, depuis la chambre d'amis de Camille, sur des campagnes de branding qui comptaient parmi mes meilleurs projets, car lorsqu'on se retrouve face à l'essentiel,
avec pour seul fil conducteur ce pourquoi on est vraiment doué. On découvre que le potentiel est insoupçonné. Au cours de la 6e semaine, Diana m'a appelé pour me dire que l'avocat de Daniel était revenu avec une offre de règlement. C'était embarrassant. Non pas que ce fût offensant bien que ça l'ait été, mais parce que cela révélait, plus clairement que toute autre chose, à quel point il me sous-estimait. À quel point il me sous-estimait. L'offre était conçue pour susciter ma gratitude. Pour me donner l'impression de recevoir quelque chose. Je l'ai lu une fois. Je l'ai reposé. J'ai appelé Diana. Dis-leur non. Ai-je dit? Dis-leur que nous les verrons en médiation. Et dis-leur d'apporter tout. Zella rit. Diana ne rit pas souvent. J'ai pris ça comme un bon signe. La 8e semaine. Je me suis envolée pour San Francisco pour 2 jours. La société de James avait rendez-vous avec un groupe d'investisseurs de second rang qui souhaitaient une présentation complète de l'architecture de marque que j'avais élaborée. Installée dans une salle de conférence vitrée au 14e étage, j'ai expliqué à 11 personnes le système d'identité visuelle, la stratégie de communication, la stratégie de marque à long terme, absolument tout. À la fin de ma présentation, l'investisseuse principale, une femme d'une 40aine d'années, dont j'ai appris plus tard qu'elle était réputée difficile à impressionner, a déclaré: « C'est exactement ce dont cette entreprise avait besoin. C'est du travail de grande qualité. » Je l'ai remerciée. Je suis rentrée chez moi en avion. Je n'en ai parlé à personne d'autre qu'à Camille. 10e semaine. Diana a rappelé. La médiation est prévue. A-t-elle dit? Et je vous demande de vous préparer à sa réaction lorsqu'il prendra connaissance de l'intégralité des informations financières. À quel point cela va-t-il être grave? Ai-je demandé? Il y eut un silence. Il va être très surpris, dit-elle. À plusieurs égards. Eh bien, ai-je dit? La médiation avait lieu un jeudi. Au 10e étage d'un immeuble de bureaux du centre-ville. Salle de conférence avec une longue table, de larges fenêtres et un décor neutre et impersonnel, conçu pour signaler qu'il s'agit d'un lieu où les choses se règlent, et non où elles se ressentent. Daniel est arrivé le premier. Je le sais, car j'avais volontairement 5 minutes de retard, pas par impolitesse, mais suffisamment. Assez pour faire une entrée remarquée plus tôt que d'être déjà assis là à son arrivée. Les petits détails comptent. L'emplacement est primordial. Quand je suis entrée, il était assis d'un côté de la table avec son avocat, un homme nommé Gary. Bon mais sans plus, et il a levé les yeux. Et j'ai vu son expression passer par 3 étapes en 2 secondes environ. Reconnaissance, évaluation, réajustement. Je portais un tailleur bleu marine. Mes cheveux étaient relevés. Je me suis assis en face de lui comme si je l'avais fait une centaine de fois. Il ne m'avait pas vu depuis près de 3 mois. J'avais l'air reposé. Lui? Non. La médiatrice a présenté la procédure, le vocabulaire standard et les règles de base. Puis Diana a déposé sur la table les documents de déclaration financière, notre version des faits. Un aperçu complet de ma situation. J'ai regardé Gary prendre la première page. Je l'ai regardé lire. Je l'ai regardé poser le livre et prendre la 2e page. J'ai observé Daniel qui observait Gary, essayant de déchiffrer le visage de ce dernier pour y trouver des informations. Le visage de Gary ne laissait rien paraître, il était professionnel, mais il se pencha et dit quelque chose à voix basse à Daniel. Et je vis la mâchoire de Daniel se crisper comme elle le fait lorsqu'il essaie de comprendre quelque chose d'inattendu et qu'il ne veut pas le montrer. La participation au capital. Ce fut la première surprise. L'inscription d'une participation minoritaire dans une société qui venait de boucler son tour de table de série n'était pas ce à quoi l'avocat de Daniel s'était préparé. Ce n'était pas ce à quoi Daniel s'attendait. Cela changea considérablement la donne. La 2e surprise fut la découverte des biens locatifs. Tous 2 étaient parfaitement déclarés, acquis avant le mariage et clairement identifiés comme biens propres. Pourtant, ils généraient des revenus mensuels qui, cumulés sur la durée de mariage, représentaient
une contribution au ménage que Daniel n'avait absolument pas prise en compte. La troisième surprise fut la découverte des documents comptables. La solde, la liste des clients, les factures, classées par année, révélant un flux de revenus réguliers qui était, pour être précis, bien supérieur à ce que Daniel avait jamais imaginé ou demandé. Daniel m'a regardé de l'autre côté de la table. C'était la première fois, je dis bien la première fois, que je voyais dans son regard une sorte de véritable reconnaissance. Pas d'affection. Pas de remords. Juste la confrontation brutale et gênante avec une version de moi qu'il ne s'était jamais autorisé à voir. Pourquoi n'as-tu jamais, commença-t-il. Son avocat posa la main sur son bras. Daniel s'arrêta. Je n'ai rien dit. Je n'avais rien à dire. Pas dans cette pièce. Pas à ce moment-là. Les documents parlaient d'eux-mêmes. La médiation dura 4 heures. À son terme, l'accord ne correspondait pas aux intentions de Daniel lorsqu'il m'avait remis 2 valises un mardi matin. Il ne correspondait pas non plus à ce qu'avait imaginé sa mère. Assise sur mon canapé, le visage satisfait et sa tasse de café à la main. Enfin, il ne correspondait pas aux attentes de Marcus. Appuyé contre le comptoir, tel un spectateur passif du récit d'autrui. Cette maison d'où il s'était rassemblé pour assister à mon expulsion. Cette maison dont Patricia avait discrètement dressé l'inventaire fut directement mentionnée dans l'accord. Compte tenu de la provenance documentée de l'acompte, des registres méticuleux de Diana et des preuves écrites attestant que le capital initial m'appartenait. La décision concernant la maison fut, à mon sens, tout simplement équitable. En réalité, c'était juste. Pas juste comme Daniel l'avait imaginé, mais juste au regard des faits. Il pouvait racheter ma part à sa pleine valeur marchande. Ou bien la maison serait vendue. Il avait 60 jours pour se décider. Il ne pouvait pas racheter l'entreprise. Pas assez rapidement. Pas sans une restructuration financière qui aurait nécessité une aide qu'il n'avait pas ou qu'il ne voulait pas demander. La maison a été vendue, et le 90e jour après qu'il m'ait remis 2 valises et m'ait dit de partir, ce matin-là précis. Je le sais car j'ai vérifié, Daniel est arrivé à la maison pour récupérer ses dernières affaires avant la signature. Et a constaté que sa clé ne fonctionnait plus. Je n'avais rien prévu de tout cela. Je tiens à être clair. Les serrures avaient été changées pendant la période de séquestre, conformément à la procédure habituelle. Et Daniel, pris dans le tourbillon des événements, n'avait tout simplement pas encore reçu la nouvelle clé. Il s'agissait d'un simple retard administratif. Rien de plus. Mais j'y ai repensé. Debout dans la cuisine de Camille ce matin-là, mon café à la main, sachant ce qui se passait de l'autre côté de la ville. J'y ai repensé. À l'image de lui, planté sur le perron de ce qui avait été sa certitude. La clé à la main, incapable d'entrer. C'était comme si quelque chose s'achevait de lui-même. Il existe une version de cette histoire où je deviens quelqu'un qui jubile. Où je passe des coups de fil. Où j'envoie des messages du genre « je vous l'avais bien dit ». Où j'exhibe ma victoire devant un public. Je n'ai rien fait de tout ça. Non pas que je ne l'ai pas ressenti, car je l'ai ressenti. J'ai éprouvé une satisfaction profonde, pure, viscérale, de celle qui n'apparaît que lorsque la vérité a enfin l'espace nécessaire pour s'imposer. Je ne prétendrai pas le contraire. Mais j'avais appris, au cours de ces 3 années et de ces 90 jours, que le plus puissant, dans un véritable retournement de situation, ce n'est pas l'instant lui-même, mais la vie que l'on construit ensuite. L'instant n'est qu'une confirmation. La vie, c'est le travail accompli. Patricia m'a appelé une fois. Après la médiation. J'ai laissé sonner. Elle a laissé un message qui, à sa manière, était plus révélateur que tout ce qu'elle m'avait jamais dit en face. Hésitant, nuancé, prudent comme jamais auparavant. Elle a utilisé le mot malentendu à 2 reprises. Elle a dit espérer que nous pourrions discuter. Je n'ai jamais rappelé. René a envoyé un SMS qui disait simplement « Je suis désolé. Je n'ai pas compris. » Je l'ai lu.
J'y ai réfléchi un moment. Puis j'ai répondu. Je sais. Merci. C'était suffisant. C'était tout ce qu'il fallait. Marcus, l'homme qui s'était appuyé contre mon comptoir et qui regardait mon départ comme un spectacle, a apparemment tenté de contacter Daniel. D'après Camille, en lui disant quelque chose comme « Franchement, je crois qu'elle n'était pas celle qu'on croyait. » Je ne sais pas si Daniel a bien réagi. Franchement, peu importait. Ce que les autres ont changé d'avis après coup. C'était leur affaire. Les miennes. C'étaient les miennes. Je voudrais vous parler du mardi matin, 6 semaines après la médiation. J'avais signé le bail de mon nouvel appartement 2 semaines auparavant. 3e étage. Fenêtres orientées plein sud. Ma cuisine. Mes étagères. Mon porte-épices. Tout était rangé exactement comme je le souhaitais et personne n'y avait jamais touché sans ma permission. J'ai pris mon café. Un bon café. Préparé lentement comme je l'aime. Je me suis installée à mon bureau, près de ma fenêtre, dans mon espace, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. James m'avait envoyé un courriel intitulé « Prochaine étape ». L'entreprise s'implantait sur un nouveau marché. Il souhaitait discuter d'une augmentation de ma participation au capital en échange de la direction de la stratégie de marque pour le lancement. Ce courriel contenait des chiffres que j'ai longuement contemplés. Non par incrédulité, mais avec la satisfaction particulière de constater le fruit de 3 années de travail discret. Invisible et méconnu. J'ai répondu. Parlons-en. Je suis partant. J'ai fermé l'ordinateur portable. Assise là, mon café à la main, la lumière du matin faisant ce qu'elle fait si bien inondant les pièces, donnant à tout l'apparence d'un commencement. Je repensais au moment où je m'étais tenue dans le couloir de Patricia avec une bouteille de vin. Cette femme, debout là, absorbant ce qu'elle venait d'entendre, décidant, à cet instant précis, de ne pas laisser transparaître sa colère, de ne pas affronter la situation, de ne pas s'effondrer, de ne pas exiger la reconnaissance de ceux qui avaient déjà décidé qu'elle n'en valait pas la peine. Elle a fait un autre choix. Elle a choisi de voir clair, de planifier avec soin, de laisser la vérité s'accumuler discrètement, comme l'intérêt s'accumule, comme l'eau trouve son chemin, comme toute réalité finit par devenir indéniable. Je pensais à elle avec un sentiment qui n'était pas tout à fait de la fierté. Quelque chose de plus discret. Du respect. Peut-être. De la gratitude. Tu avais raison, me disais-je. L'attente en valait la peine. Parfois, quand je raconte cette histoire, dans la version que je raconte en personne, à des gens que je connais vraiment, on me demande ce que j'aurais fait différemment. Rien. Je sais que ça paraît impossible. Je sais que ça ressemble à la réponse de quelqu'un qui prétend avoir trouvé la paix. Mais je le pense vraiment. Chaque année passée à être constamment interrompue par les autres à aiguiser quelque chose. Chaque dîner où j'étais invisible à affiner quelque chose. Chaque idée rejetée. Chaque étagère à épices réorganisée. Chaque repas résumé en 11 mots. Chaque chedaigne, tout cela a contribué à donner du poids à ce que je construisais sans m'en rendre compte. La clarté. La patience. La conviction que la personne la plus dangereuse dans une pièce n'est jamais celle qui parle le plus fort. Daniel m'a tendu 2 valises parce qu'il pensait enlever quelque chose d'insignifiant. Ce qu'il a réellement fait, c'est me rendre mon attention, mes ressources, mon temps. Autant de choses que j'avais partagées négligemment, généreusement, imperceptiblement, entre ma vie réelle et une mise en scène de petitesse à laquelle je n'avais jamais consenti. Les valises m'ont libérée. J'essaie de m'en souvenir. Non pas que je lui sois reconnaissante, je ne le suis pas particulièrement. Mais parce que l'histoire qui compte n'est pas ce qu'on m'a fait. C'est ce que j'ai choisi de faire de l'espace que cela a créé. C'est ici que je vous laisse. L'entreprise que James et moi avons fondée ensemble est celle dont j'ai soigneusement gardé le nom secret poursuit sa croissance. J'y reviendrai plus en détail ultérieurement. Des développements se profilent à l'horizon que j'observe discrètement.
en les préparant avec soin, comme j'ai appris à le faire pour tout ce qui compte vraiment. J'ai un travail que j'adore. Une maison à moi. Un avocat que je recommanderais sans hésiter à toute femme. Où qu'elle soit. À qui l'on a déjà raconté une histoire qui ne correspondait pas à la vérité. Et j'ai désormais quelque chose qui me manquait auparavant. La certitude absolue et inébranlable de ma propre valeur. Non pas celle qu'on se vante, celle qu'on se dit devant un miroir, mais celle qui repose sur des preuves concrètes. Des preuves documentées. Sur un rapport d'investissement de série A. Des titres de propriété. Une salle et 4 heures de médiation où tout ce que j'avais patiemment construit est devenu officiellement, légalement et incontestablement mien. Daniel va bien. À ce qu'il paraît. Il est passé à autre chose. J'ignore les détails et je n'en ai pas besoin. J'espère, du moins autant que je peux l'espérer pour quelqu'un qui m'a tendu 2 valises devant tout le monde, qu'il a tiré des leçons de cette histoire. Qu'après cette matinée de jeudi dans la salle de conférence, quelque chose a changé dans sa façon de comprendre ce qui se cache derrière l'image qu'il a choisi de donner d'une personne. Peut-être. Peut-être pas. Cela ne change rien de mon côté. Je m'appelle Sophia Jaune. J'ai 26 ans. Et je suis exactement qui j'ai toujours été. Je n'ai simplement plus besoin de l'expliquer à qui que ce soit. La porte est verrouillée. La clé est à moi. Et la vue de ma fenêtre ce matin est extraordinaire.